Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Deshaies-Fernandez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes paysagiste et botaniste et à la tête de l'atelier NDF. Je suis très heureuse d'amorcer la saison 3 de Comme d'Archi sur le paysage et l'un de ses dignes représentants. Pourquoi ? Eh bien, peut-être pour contribuer à prendre un peu de hauteur sur le sujet du paysage et de la nature en ville, à la manière du baron perché d'Italo Calvino. Cher Nicolas, je vous invite à nous faire découvrir votre paysage, à partager votre lecture du paysagiste botaniste, votre relation avec l'architecture, tout en commençant par nous parler de votre parcours. Une première question. Votre atelier est situé 5 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Est-ce stimulant ou est-ce un défi que de penser le paysage au cœur de Paris ? Alors déjà, l'introduction est vraiment bien. Baron Perché, très chouette. Je pense que je vais le relire parce que ça fait un moment. Et 5 rue de Charonne, c'est à la fois stimulant et un défi. En fait, ça a été l'opportunité, on cherchait un local pour pouvoir s'installer. Et on a trouvé ce lieu assez incroyable dans une cour traditionnelle du 11e arrondissement, baignée de lumière. Donc il y a énormément aussi d'architectes, d'autres paysagistes, des urbanistes, des designers. Donc il y a quand même beaucoup de professions qui gravitent autour de la mienne. Et donc ça peut être intéressant puisque ça fait que 3 mois qu'on s'est installé là-bas. Ouais. Donc on commence à prendre nos marques. Et après, le défi d'être dans le centre de Paris, pas vraiment. C'est plutôt un moteur. Parce que moi, à la base, je suis bordelais. Et Bordeaux, c'est quand même dans un coin de la France. Et on est un peu obligé de passer par Paris pour après rayonner un peu partout en France et en Europe pour avoir des projets. Donc c'est un spot assez intéressant et plutôt pratique. Bon. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie de paysage et quelles ont été vos études ? Alors, comme je disais, je suis originaire donc de Bordeaux, plus principalement du bassin d'Arcachon. Donc mon paysage vraiment fétiche et d'origine, c'est les pinèdes des Landes de Gascogne. Donc c'est une horizontalité très marquée et une verticalité des végétaux. Et donc la palette végétale a de suite été très importante. Et j'avais une grand-mère qui était très portée sur les végétaux. Et donc elle m'a fait découvrir toute la palette de végétaux, mais des années 70, 80, qui sont plus trop à la mode aujourd'hui. Mais du coup, ça m'a donné cette appétence-là sur le vivant. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une mode Oui. dans le paysage ? Il y a une mode dans les végétaux. Dans les végétaux ? Il y a une mode aussi dans le paysage. Il y a une mode dans le dessin. Oui. Dans les végétaux, c'est comme pour les vêtements, c'est comme pour tout un tas de choses. Il y a des végétaux qui étaient très à la mode dans les années 80, les thuyas par exemple. Dans les années 2000, c'était les bambous. Il y a des espèces de végétaux comme ça qui cristallisent des moments. Tendances. Exactement. Des moments. Et quand on fait de l'histoire des jardins, c'est des repères qui sont très intéressants et importants pour justement faire la chronologie des projets. Oui, parce que
Je pense que quand on est profane, d'un côté, il y a le jardin à la française, de l'autre côté, il y a le jardin à l'anglaise, et autrement, c'est un peu un no man's land. Et en fait, vous êtes en train de nous dire que pas du tout. Ah non, il y a eu plein d'écoles différentes. Il y a effectivement les jardins à la française, on en parle beaucoup. On est en France, on est français. Forcément, on a tous Versailles en tête, Vaux-le-Vicomte, le château de Fontainebleau, etc. Et encore à l'heure actuelle, en fait, cet idéal du jardin, elle est très très importante. Et le jardin à l'anglaise, c'est une autre manière de faire le jardin. On a l'habitude de le voir, par exemple, à Bagatelle, à Paris. Ça, c'est un jardin à l'anglaise. Et après, il y a toute la nouvelle génération, mais dont Gilles Clément a été précurseur et très avant-gardiste sur le paysage naturaliste, où on laisse davantage la place au vivant, au spontané, à l'aléatoire et à ce dont on ne peut pas maîtriser in fine. Oui, parce qu'en fait, un jardin très léché à la française, ça demande aussi beaucoup d'entretien. Donc, on n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui d'assumer de tels... Oui, ça cristallise pas mal de problématiques. Il y a le fait de, effectivement, ça demande beaucoup de temps. La main-d'œuvre en France est chère. Donc forcément, ça veut dire que c'est des projets, des jardins qui ont une aura suffisante pour pouvoir se permettre d'avoir un entretien aussi méticuleux. C'est vraiment de l'acupuncture. Donc Versailles, par exemple, ils peuvent se le permettre. Mais si c'est des projets avec moins d'aura médiatique et culturelle, c'est plus compliqué. Et puis, encore une fois, il y a la mode qui passe. Et puis, il y a eu l'écologie qui est arrivée. En tout cas, la sensibilisation à l'écologie, où finalement, quand on est à Versailles, la biodiversité, elle est relativement réduite. La spontanéité, le végétal qui arrive par lui-même, on le désherbe, puisqu'il faut avoir un gazon, une allée de gravillon sans rien dedans. Et donc, du coup, forcément, on se retrouve avec un dessin qui est complètement différent d'un jardin où on assume et on laisse pousser la mauvaise herbe. On va en revenir à votre parcours. Votre grand-mère vous enseigne L'horticulture. Voilà, je cherchais le mot. Et alors justement, vous avez une double formation, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors du coup, moi j'ai fait l'école d'architecture et du paysage de Bordeaux. Donc j'y suis rentré en 2007 et j'ai été diplômé donc en 2012. Et en parallèle, j'ai travaillé au Jardin botanique de Bordeaux sous la direction de Philippe Richard, donc, qui est directeur du Jardin botanique. Et donc j'ai pu travailler de 2007 jusqu'à 2013 avec lui sur les projets de botanique. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu me considérer être comme botaniste. D'accord. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer en quoi consiste exactement le métier de botaniste? Alors, le métier de botaniste, c'est vraiment l'étude et l'analyse des végétaux, leur comportement entre eux, donc de la phytosociologie, donc de la sociologie des végétaux. C'est de l'identification des espèces présentes dans un cadre donné pour savoir donc la richesse biologique végétale. C'est donc des relevés floristiques avec tout un tas de méthodes scientifiques qui sont très codifiées. Et tout ça, ça nous permet d'avoir donc des indications sur, par exemple, dans le travail de paysagiste, qu'est-ce qu'on peut ou ne pas planter, puisque le végétal, ça va être le premier porte-parole du climat, de l'eau, de l'ensoleillement et de la terre. Alors, un paysagiste qui n'est pas botaniste, il va consulter le botaniste? Pas nécessairement, non. Non. En fait, il y a plusieurs écoles dans le paysage. Il y a des paysagistes qui vont être un peu plus orientés vers les espaces publics urbains, par exemple, où le végétal va être un élément structurant, mais plus à la manière un élément de design. Après, il va y avoir des paysagistes qui sont plutôt sur la partie jardin, donc quelque chose beaucoup plus d'ornemental, même si il y en a beaucoup et de très bons qui travaillent sur les végétaux spontanés, sauvages, qui remettent toute cette palette végétale un peu oubliée au goût du jour en les mariant avec des variétés horticoles. Et après, il y a d'autres paysagistes qui ont cette appétence sur la botanique, sans pour autant l'être, mais qui en ont toutes les compétences. Il faut avoir beaucoup de mémoire. Ça se travaille. Ouais. Il y a beaucoup de livres qui sont très intéressants. C'est vrai que
Il y a des moments où quand je pratique pas les mots latins, à des moments j'ai des trous de mémoire aussi. Et ça se pratique, c'est au quotidien. Il faut se forcer à regarder, à se dire tiens, qu'est-ce que c'est celle-ci? Je ne la connaissais pas ou pas dans cette forme, à cet endroit-là. Et toujours aller chercher dans les bouquins. La fleur Bonnier est hyper intéressante. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que dans vos livres, on trouve des fleurs séchées? Ouais, et j'en oublie beaucoup. Et des fois, 3, 4, 10 ans après, je les réouvre et je me dis, ah, un petit oubli. Mais du coup, oui, il y en a pas mal. Bon. Vous avez créé votre propre agence, c'est pas donné à tout le monde. Comment ça s'est passé? Alors en fait, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai fait le double diplôme France-espagnol, c'est-à-dire français-espagnol. J'ai fait mon sujet à Bilbao sur comment réintégrer la biodiversité dans le processus de fabrication de la ville. Donc sur un espace donné, une friche portuaire, et comment, à travers la biodiversité plutôt végétale, puisque c'est vers là où j'ai le plus de compétences, peut être facteur et vecteur de la fabrication durable de la ville. J'ai demandé à Gilles Clément d'être mon directeur de diplôme. Il a accepté. Quel honneur! Oui, et c'était un peu au culot et je ne m'y attendais pas du tout. Pour nos auditeurs, c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément Ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est un paysagiste, je pense, qui a ouvert la voie à énormément de jeunes professionnels, de jeunes étudiants, dont je fais partie, et qui a une facilité de transmettre et de sensibiliser de manière très poétique des sujets qui ne le sont pas nécessairement, sur par exemple l'effondrement de la biodiversité, et qui a théorisé sur des évidences que personne n'avait imaginées. Le jardin en mouvement, par exemple, le jardin planétaire, dire que la planète en entier, c'est un jardin avec le brassage et que les ressources sont finies, puisque la Terre, a priori, elle est terminée. Donc les ressources ne sont pas illimitées. Et donc moi je recommande systématiquement de lire ces livres, même si on n'est pas dans le milieu de la conception. C'est tellement bien écrit et de manière tellement douce, agréable et sensible que ça touche un large public. C'est un voyage initiatique? Tout à fait, ouais. Et à la suite de ce diplôme, il m'a proposé de le rejoindre avec l'agence Coloco à Paris pour un projet qui était très ambitieux pour l'époque, pour Bordeaux Métropole. Ça s'appelait 55 000 hectares de nature. C'était une étude de stratégie pour re-questionner la place de la nature dans la construction de la métropole, qui tendait à devenir une grande métropole européenne. Donc pendant 2 ans, j'ai été donc chef de projet sur ce projet-là. Et puis après, j'ai continué à travailler pour Coloco, qui est directement affilié à Gilles Clément, et jusqu'en 2017. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai monté mon agence. En parallèle, j'étais consultant pour l'agence Archi 5, donc à Montreuil, qui ont bien compris aussi qu'il y avait des synergies à avoir entre architectes et paysagistes, et que c'était un seul et même monde, et pas 2 mondes différents. Et puis, j'ai pris mon envol définitivement pendant le Covid. Bah écoutez, bravo. C'est un beau défi. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Oui, globalement oui. Pas de la manière... ça n'a pas été une ligne droite, loin de là. C'est compliqué. C'est évidemment compliqué parce qu'on se heurte au manque d'expérience. On nous demande d'avoir des références à présenter pour gagner des projets, mais pour gagner des projets, faut-il qu'on nous donne la chance d'en avoir? Voilà, on en parle souvent dans Comme d'Archi. Voilà. C'est la grande problématique Tout dans à l'architecture. Donc vous êtes confronté à la même chose. Ah oui. Parce Oui, que oui. vous passez par les mêmes appels d'offres. Oui. Donc en fait, vous travaillez en équipe dans... Oui. On est 3 et demi. On a accueilli un petit stagiaire pour nous épauler aussi, et il avait envie de voir comment ça se passait à l'intérieur d'une petite agence. Parce que dans une petite agence, en fait, on fait tout.
On fait de A à Z, que ça soit justement notre propre communication pour se faire connaître. On répond aux appels d'offres, on fait la négociation des projets. Il faut faire la production des projets avec les différentes phases. Il faut rassurer la maîtrise d'ouvrage, les clients. Et puis... Il faut assurer l'interface avec l'entreprise. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est comptabilité, administratif, etc. Ouais, ça, Et donc, quand on est dans une grande agence, on ne le voit pas forcément, puisque c'est assez séquencé. Chaque personne a plus ou moins sa mission. Et donc, dans une petite agence, tout ça, on le voit. On est dedans, on est obligé de le faire. Du coup, ça conditionne l'échelle de vos projets ? Ça dépend. En fait, des fois, il y a des surprises qui apparaissent, comme il y a 6 mois. On a été donc lauréat avec Jim Clemens, architecte, donc l'agence de Frédéric Renaud. Renaud, oui. On a été retenu sur un très gros projet au Luxembourg pour la construction d'un gros lycée, groupe scolaire, internat, avec donc en partenariat avec le paysagiste luxembourgeois Carlo Mersch. Et c'est un très gros projet, livraison en 2034. Donc on a le temps de voir venir avec des gros montants de travaux. Et ça, c'est inédit. C'est-à-dire que depuis 3 ans, l'échelle augmente au fur et à mesure. Non pas que c'est gage de qualité, hein, l'échelle. C'est pas parce que c'est plus grand que c'est plus intéressant. Mais ça ouvre des réflexions différentes. Il y a des automatismes qui doivent être changés. Donc il y a une forme d'adaptation. Et j'étais plutôt sur des projets soit de groupes scolaires. Alors justement, l'agence Jim Clemens, vous avez travaillé avec eux sur la candidature à ONI d'un groupe scolaire. Et comment une grosse agence, parce que c'est quand même une agence qui compte, une agence vraiment qui incarne l'Europe, hein, je crois qu'on peut... Ouais. C'est moi qui ai écrit leur portrait dans Archistorm, donc je les connais un petit peu. Et pour le coup, comment une telle agence sollicite un jeune talent ? C'est intéressant pour les jeunes de savoir comment on peut arriver à la commande. Ça va peut-être vous surprendre, c'est par Instagram. En fait, ils cherchaient pour un autre projet qu'on a aussi remporté ensemble avec 2 autres architectes, Atelier Cahute et Atelier Vagabond, sur 2 îlots dans un écoquartier à Villerupt, à la frontière du Luxembourg, pas très loin de Metz. Et ils cherchaient un paysagiste pour les accompagner sur ce projet-là. Ils ont vu mes références que je publie donc sur mon profil Instagram. Et je pense, on n'en a jamais parlé, à vrai dire, mais je pense que c'est le côté naturaliste avec la place au végétal spontané qui a peut-être retenu leur attention. Ils m'ont proposé d'intégrer ce projet-là. On a fait le concours, on a été retenu, et à la suite de ça, on a fait le concours donc, de l'école Saint-Exupéry d'Ony. On a été retenu, et le lycée à Mondorf-les-Bains, où on a aussi été retenu. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler plus largement de vos projets ? Vous avez des projets très actuels, ancrés dans les problématiques de la ville. Et puis vous intervenez, j'ai cru comprendre, aussi sur des sujets plus historiques. Oui, alors il y a deux axes qui sont en train de se dessiner. Je dis en train parce que j'ai pas non plus full de références, mais il y a quand même des couleurs qui sont en train d'apparaître. Il y a une grande majorité de mes projets où c'est vraiment de la sensibilisation et de la pédagogie, principalement auprès des enfants, des collégiens, lycéens, donc groupe scolaire, lycée, collège. J'ai également livré, il y a 2 ans, un foyer d'accueil pour jeunes adultes autistes à Osmoy, à côté donc de Bourges, qui a reçu une mention spéciale au palmarès du paysage cette année. D'accord. Et qui, c'était tout un travail sur le jardin thérapeutique. Avec beaucoup d'essences odorantes ? Il y avait des essences odorantes, des essences qui font du bruit, des essences qui étaient douces, d'autres qui piquaient, pour réveiller un peu tous les sens.
Ça a été un travail de 2 ans avec l'équipe d'encadrement et l'équipe médicale sur place. C'était très, très enrichissant, émotionnellement éprouvant, mais une très jolie gratification à la fin, puisque les enfants étaient ravis de pouvoir aller dans le jardin. Ils arrivaient par moments à baisser la garde, à percer la bulle et à communiquer sur des sujets plus ou moins légers, mais en tout cas, c'était assez inédit et aussi pour l'équipe pédagogique. Donc ça, c'est un projet très intéressant. J'en ai eu fait aussi à Bordeaux avec des enfants placés dans des foyers ou des enfants un peu perturbés qui ne savaient pas où était un peu leur place. Et le jardin, c'était un peu vecteur pour canaliser leurs pensées, parfois leur violence. Et meilleure des récompenses, deux de ces enfants-là ont décidé de faire un CAP espace vert. Et du coup, on est encore en relation. Ils m'envoient des petits textos pour me dire, regarde Nicolas, on a planté notre premier arbre, des choses comme ça. Donc ça me plaît énormément. J'ai l'impression que mon travail à travers mes projets et toutes les difficultés qu'il y a autour, parce que quand on monte les références, on monte que la partie jolie. Il y a toute la partie compliquée, de doutes, de bâtons dans les roues, administratif beaucoup. Et donc cette partie-là, avec ces jardins pédagogiques, ça me fait me rendre utile. Je me dis, ok, je ne fais pas ça pour rien. Je me suis... Oui, vous avez une vocation sociale, sociétale. C'est pas un geste gratuit. Ouais. Non. Et j'ai fait des jardins gratuits pour de riches propriétaires. Ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit, le paysage ? Ça procure tellement de plaisir. Enfin, ça dépend de l'usage que la personne en face en fait. Si c'est un jardin qui est décidé et dessiné pour être ouvert au plus grand nombre, forcément tout le monde arrivera à piocher un peu un usage qui lui est propre. Si c'est uniquement un jardin d'agrément pour faire comme le copain et montrer qu'en fait j'ai les moyens de m'en offrir un, ça me dérange un peu plus. Donc moi, je ne me suis pas spécialisé dans les jardins particuliers. C'est plus compliqué pour moi de trouver ma place et mon utilité. Oui, mais je vais vous parler d'un jardin particulier emblématique qui est celui de William Christie. Il le partage, son jardin. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir ce genre de client. C'est peut-être le client idéal ? Je ne sais pas. Après, ça dépend de plein de choses. Ouais. Ça dépend de plein de choses. Alors, on continue sur l'histoire de vos projets. Donc, la deuxième partie, c'est en effet plutôt jardin historique, culturel. En ce moment, je suis en train de travailler donc, sur le domaine du château de Fréfossé à Étretat, au lieu de la légende de Arsène Lupin. Donc on en parle beaucoup en ce moment, mais ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dessus. Et donc c'est un château qui était privé, qui va être ouvert pour être un hôtel. Et donc il y a tout un travail de retrouver s'il y a des traces historiques d'un précédent jardin. Si c'est un jardin français à la française, comment réinterpréter les codes du jardin à la française et de le faire venir dans mon univers qui est quand même un peu éloigné du jardin à la française. Tout en étant dans le thème d'Arsène Lupin. Ça me fait plutôt penser à Meurtre dans un jardin anglais. Ah oui. Non ? Non, ça va pas être là, parce qu'en fait, il y a dans un des livres de Maurice Leblanc, il y a le château de Fréfossé, c'est la cachette d'Arsène Lupin, et c'est de là où part le tunnel pour aller dans l'Aiguille Creuse, où se trouve le trésor des rois de France, qui a été volé par Arsène Lupin. Et donc, il y a énormément de touristes qui viennent faire un pèlerinage à cet endroit-là. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à la grille du château pour prendre en photo en disant « c'est le château d'Arsène Lupin ». Bientôt, il sera ouvert. Et donc, il y a tout un jardin qui va être fait autour. Donc, il va y avoir une roseraie, il va y avoir un arboretum. Enfin, l'arboretum existe déjà, il faut le révéler. Il va y avoir également donc un potager avec un chef étoilé où on va travailler ensemble sur la création donc, de la carte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le potager
plutôt normand et qu'on retrouve dans l'assiette, ça c'est vraiment très plaisant. Moi je suis très gourmand et du coup avoir et le jardin et le restaurant dans un seul et même projet, c'est plutôt très agréable. Et le tunnel Le tunnel, il y a plein de légendes. Je vous invite à regarder les blogs, il y a plein de légendes, c'est très amusant. Il va falloir faire quelque chose alors. Le tunnel, il se retrouve dans le golf, qui est plus dans la propriété. Ah. Donc si vous aimez faire du golf, c'est au numéro 10 du parcours. A priori, c'était là où il y avait l'entrée du tunnel. Bon, intéressant, mystérieux. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a une part laissée à l'imaginaire. Oui, alors l'imaginaire, là, il est très facile à capter puisqu'il y a toute cette matière littéraire qu'a laissé Maurice Leblanc, où j'ai donc lu tous les livres pour vraiment m'imprégner de petits détails. Et il décrit très bien, en fait, les paysages normands, puisqu'il y a beaucoup de ces histoires qui se passent en Normandie, Paris et Normandie. Et donc, ça donne des indications sur certains végétaux. Par exemple, il y a des clins d'œil à la plante, le lupin. Forcément, le lupin, on le retrouvera dans le jardin de Lupin. Bon. Quel serait votre projet emblématique ou vos projets emblématiques? De ceux que j'ai déjà sur lesquels je travaille? Ouais, parmi tous les projets que vous avez dans votre escarcelle. Je suis en train de travailler avec Serge Joly sur un projet à Paris sur la création d'une école polyvalente à faible impact environnemental. Une toute petite parcelle le long des voies de chemin de fer de la gare de Lyon, où en plus du paysage, il y a toute une réflexion architecturale sur la pierre, le bois, la paille, l'isolation en terre, de la terre de Paris, et la cour maternelle et élémentaire. On a fait le choix de l'avoir 100% en copeaux de bois. Pas de terrain de sport, pas de jeux pour faire de foot. C'est le jardin qui est source d'imagination pour les enfants. On part du principe qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir de l'obliger à jouer sur tel ou tel jeu. Une brindille devient un jeu. Un copeau de bois devient un jeu. Une coccinelle sur une fleur devient un jeu. Et donc, on renverse complètement les codes en fait, de ce qu'on a pu faire depuis des décennies sur les cours d'école. Mais il y a le processus avec les cours Oasis, où on désimperméabilise de plus en plus. Et là, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on a des pas japonais qui permettent de faire des marelles. C'est des dalles de béton de réemploi. On va probablement certaines en peindre pour faire des parcours de billes, pour faire des parcours pour pouvoir jouer à la craie. Et en plein au milieu, il y a une noue, un petit ruisseau sec la plupart du temps, qui récupère les eaux de pluie, puisqu'on a la problématique de gérer les eaux pluviales à la parcelle. Et ça aussi, c'est inédit, d'avoir l'eau dans un groupe scolaire, sachant toutes les difficultés de sécurité. Ouais. Il y a des petites ganivelles, des clôtures en bois qui mettent à distance quand même les enfants. Il n'empêche qu'on a là un peu toutes les problématiques et toutes les réflexions que je mène depuis, on va dire, un peu moins de 10 ans sur mes projets. Et elles sont toutes là, sur 900 mètres carrés. Mais dites-moi, les maîtresses, elles vont avoir du boulot parce que tous les enfants qui vont patauger sous la pluie dans la bouillasse, ils vont ramener ça dans la classe. Ouais, alors c'est une réflexion qu'on a menée aussi sur ONI, justement, sur le groupe scolaire de Saint-Exupéry, avec Archi 5 aussi sur le groupe scolaire, la cité éducative de la nature à La Rochelle, où on a des espaces en copeaux, avec de la terre. Et en fait, évidemment, il y a un travail aussi d'intégration des équipes pédagogiques très en amont dans le projet pour les sensibiliser, les intégrer. Et par exemple, on a fait beaucoup de retours d'expérience avec la ville de Rennes et la ville de Lille, qui ont des projets très chouettes dans ce sens-là. Et on a glané quelques très bonnes idées. Par exemple, les enfants, à la rentrée des classes, en plus des livres, ils ont une paire de bottes à acheter. Et donc, quand il pleut, ils se mettent la paire de bottes, ils vont dehors, et quand ils rentrent, ils enlèvent les bottes, ils ont des petits chaussons. On règle ainsi le problème de faire rentrer de la boue à l'intérieur. Et les copeaux de bois, au lieu évidemment, il va y en avoir dans les poches, ils vont jouer, ça va aller, tiens maîtresse, regarde, j'ai ramassé ça. Et de la même manière,
à Lille, ils ont acheté des petits balais à la taille d'enfant et le jeu, à la fin de la journée, la dernière récréation, c'est tout le monde balaye les copeaux pour les remettre dans les massifs et dans la cour. Et donc c'est aussi physiquement un engagement de l'enfant et de l'équipe pédagogique pour préserver le bien commun. Et ça, c'est hyper important. Oui, ça fait partie de la pédagogie. Exactement. Bon, votre relation avec l'architecture ? La relation à l'architecture, elle est assez complexe. Il y a tout un courant d'architectes dont les travaux me plaisent énormément, et d'autres pas du tout. Je ne citerai pas les noms, évidemment. Mais c'est évident qu'en tant que paysagiste, on est obligé de travailler main dans la main avec les architectes. On est systématiquement secondaire dans les groupements, c'est l'architecte qui est mandataire. Quand il y a des groupements avec des paysagistes, le dialogue avec certains peut être très très fluide, hyper enrichissant, où vraiment on s'apporte mutuellement beaucoup de choses, et d'autres où en fait on nous demande de mettre du vert. Et ce genre de process, ça ne m'intéresse pas. J'ai plutôt mauvais caractère et je le fais savoir. Et généralement, on ne travaille pas ensemble. Oui. Donc vous arrivez à travailler sur des projets qui vous intéressent, c'est bien. Vous ne faites pas d'alimentaire ? Il y a quand même des projets alimentaires, on ne va pas se mentir, qui sont un peu moins intéressants, où j'essaye malgré tout d'injecter de la biodiversité, de la réflexion sociale, du végétal spontané, sauvage, une gestion différenciée. Ça prend pas toujours. Ça prend pas toujours, mais c'est obligatoire, hein, surtout quand on est une petite agence. On peut pas se permettre de faire la fine bouche. Alors on s'investit autant hein, que, mais les portes ne sont pas toujours autant ouvertes. Mais vous arrivez quand même à une période plutôt favorable, je crois, parce que les 30 Glorieuses très minérales, c'est quand même vrai, globalement. On en revient totalement. Ouais. Le réchauffement climatique va nous obliger à rafraîchir la ville. Et dans le monde, il y a des métropoles qui sont beaucoup plus en avance que nous. Ce qu'il y a, c'est que le discours, vous m'interrompez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez quelque chose de certainement plus pertinent que moi à dire, ce serait bien que le discours soit moins manichéen. Parce qu'on n'a pas à opposer le minéral et le végétal. Ça doit travailler ensemble. C'est un petit peu comme l'histoire et le contemporain. De toute façon, ça coexiste. Et pour le coup, il faut identifier, je pense, ce qu'on doit garder et ce qu'on doit renouveler, ou alors ce qui est urgent de faire. Et je pense que vous inscrivez dans une certaine urgence. Oui, c'est vrai que c'est porteur. Alors ça l'était avant le Covid, ça l'est d'autant plus maintenant, où on s'est aperçu qu'il y a une réelle demande des gens d'avoir accès à la nature. On a été enfermés pendant un an et demi. Il y a eu ce besoin qui s'est fait ressentir. C'est sûr qu'il y a les propositions de projets ont quasi doublé depuis le Covid. Donc ça veut bien dire qu'il y a une attente. Les politiques l'ont bien compris aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de projets quand même qui vont dans ce sens-là. Et je vous rejoins sur le côté manichéen. Il y a Anne Pezzoni de l'agence Archi 5 qui dit une phrase qui m'a beaucoup marqué sur le dogmatisme des matériaux. Sur le fait, c'est pas parce qu'on va mettre du béton. Peut-être que le béton à cet endroit-là est plus judicieux qu'un autre matériau. Peut-être que le minéral à cet endroit-là, il est plus judicieux que du végétal. Il y a du passage, des flux, il y a des contraintes de pompiers, il y a des contraintes de retournement de livraison. Enfin, les projets sont tellement protéiformes que la réponse qu'on va donner à la fin, elle est forcément hybride. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas pour ou contre le béton. S'il y a du béton et que c'est justifié, oui, évidemment. Après, aller dans d'autres types de béton, est-ce que c'est du béton bas carbone? Est-ce que c'est du béton drainant? Est-ce que c'est du béton qui est peint pour éviter les îlots de chaleur ou de l'enrober? Donc, tout s'y prête. Et après, il y a forcément la question budgétaire, où on est mine de rien contraint par des enveloppes qui ne sont pas mirobolantes.
Enfin, on est obligé de faire preuve de créativité. Et des fois, on a de la bonne volonté, on a plein d'idées, on veut être innovant et on veut mettre des matériaux qui sortent de l'ordinaire. Et au final, le client nous dit non, il n'y a pas l'argent. Donc en fait, le plus souvent, vous êtes amené à réfléchir à planter des espaces qui vont demander le moins d'entretien possible. Ça, dans les cahiers des charges, c'est toujours indiqué. Mais je pense que c'est une petite stupidité. Parce qu'à partir du moment où on a du vivant, il y a forcément de l'entretien. Il faut arrêter de se voiler la face en se disant « c'est des plantes qui ne demandent pas d'eau, c'est des plantes qui ne demandent pas d'entretien ». Non, c'est faux, c'est faux. Même si on a beau faire ce qu'on veut, à imaginer, à anticiper tous les besoins du végétal, à un moment donné, le végétal va pousser dans un sens, ça va cacher la vue du voisin, il va falloir la tailler. Finalement, à cet endroit-là, il y a une descente de gouttière qui fuit un peu plus que d'autres, et il y a une petite cuvette d'eau, et donc l'arbre n'était pas adapté, il va finir par mourir, il faut l'enlever. Le jardin, c'est du vivant, et le vivant, ça s'entretient. Nous-mêmes, on est vivants, on n'est pas en jachère. Donc, on peut réduire. En tout cas, il faut aller vers une gestion qui est raisonnée. Mais il y aura forcément de la gestion, c'est obligé. Et alors, il y a aussi une question qui me vient. Je parle là de mon cas personnel. J'ai planté des choses sur mon balcon. Je suis en lisière de forêt. Et en ce moment, je me bats un peu. Enfin, je surveille beaucoup les frelons. Et je me bats avec les pucerons qui ont envahi ma ciboulette. Et c'est vrai que ça m'amène à poser cette question. On a tellement vécu dans un milieu aseptisé. Comment vous arrivez dans vos projets à réconcilier ? Enfin, vous avez un énorme potentiel de résilience, mais comment vous gérez ces problèmes ? Parce que la nature, elle est aussi violente. Ouais. C'est des problèmes que j'essaye d'aborder avec humour. Parce qu'en effet, les pucerons sur la ciboulette, c'est récurrent. Les pucerons, ils adorent la ciboulette. Et soit vous vous promenez, vous trouvez une petite coccinelle et vous mettez sur la ciboulette et elle va manger tous les pucerons qu'il y a. Sauf qu'une fois qu'il n'y aura plus assez de ressources pour la coccinelle, elle va s'envoler. Et le puceron va revenir. Et il va falloir refaire venir une coccinelle. Donc au lieu de perdre de l'énergie, etc., et de voir qu'en fait c'est un cercle vicieux, c'est accepter. C'est accepter que peut-être cette ciboulette, ça soit le réceptacle d'une autre forme de biodiversité qui nous est peut-être un peu moins agréable à l'œil, même s'il y a plein de sortes de pucerons, plein de couleurs qui sont très jolies. Et donc, cette acceptation, c'est se dire, s'ils sont sur la ciboulette, ils n'auront pas sur mes tomates. Et donc, c'est privilégier les tomates plutôt que la ciboulette. Du coup, il y a un rapport aussi, vous parliez de résilience, c'est l'acceptation aussi qu'on ne peut pas tout gérer. Et même si on met des produits bio pour arrêter les pucerons, si le puceron il a envie de revenir, il reviendra. Oui, c'est une histoire sans fin. Oui. Ouais. Bon. Mais il y a des questions comme ça, mais ultra pragmatiques. Ouais. Le puceron sur la ciboulette, c'est dans les copeaux de bois. Oui, mais est-ce que les chats et les chiens, ils vont pas faire leurs besoins ? Et moi, en tant que paysagiste, quand on me pose ce genre de questions, je suis un peu démuni. Je me dis, mince, alors j'y avais pas pensé à ça. C'est légitime comme question. Bien sûr. Mais en fait, que ça soit mon projet ou un autre projet, le chat, s'il a envie de venir, il viendra. Donc, j'ai pas la solution. Parce qu'en fait, je maîtrise pas le chat, de la même manière qu'on ne maîtrise pas le puceron. Moi, je maîtrise ce que je sais faire. C'est-à-dire concevoir, livrer, gérer un projet de paysage, un jardin, un espace public, une cour. Tout ce qu'il y a à côté, c'est un peu du bon sens, où je leur dis, il y aura le chat, des os, quoi. Donc en fait, réintroduire la nature en ville, donc il y a un parcours initiatique, il y a de la résilience, il y a de la pédagogie, c'est intéressant. C'est un défi. Ouais, c'est aussi intéressant que décourageant. Ouais. Moi, j'en fais depuis des années. Je me répète beaucoup. Et je pense que tout le monde se répète beaucoup quand on est convaincu et passionné par ce qu'on fait. Évidemment, on essaye de faire passer le message. Il y a des phrases maintenant un peu bateau, mais qui fonctionnent bien. Quand on est sur certains projets, je vais dire, mais vous savez, c'est générationnel. C'est-à-dire que les gens qui vont poser ce genre de questions sont issus d'une autre génération que la mienne. C'est des gens qui ont
50, mais même 40, hein, il y en a certains, 40, 50, 60. Et donc, quand je leur dis un peu de manière espiègle, mais vous savez, c'est une question générationnelle, moi je trouve ça très joli, vous, non, c'est complètement arbitraire. Qui a raison? Aucun des Ouais. deux. Mmh. Donc, c'est aussi pour leur faire prendre conscience que, on parlait des modes tout à l'heure, typiquement, on est dans un autre rapport à l'esthétique du jardin, du parc, de l'espace public. Et que, étant donné qu'on fait tout différemment, et en plus la loi a fait que ça a précipité les choses très rapidement avec la loi Labbé sur l'interdiction des usages phytosanitaires en 2017 pour les collectivités territoriales. Forcément, ça a radicalement changé. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec, entre guillemets, les mauvaises herbes sur le trottoir, et les gens n'ont pas compris. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie aussi, enfin, je ne vais pas faire de généralité, il y a eu de la sensibilisation évidemment auprès de certaines communes. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi d'un coup, le trottoir était propre, entre guillemets, dans la mesure où les gens, s'il n'y avait pas d'herbe, c'était propre, et pourquoi maintenant il était sale, parce qu'il y avait des herbes. Et moi, à Bordeaux, une fois, j'étais en train de regarder sur un trottoir, j'étais en train de faire, je voyais, il y avait plein de petites herbes très mignonnes, et une mamie qui sort et qui dit « Oh, mais regardez-moi ça, c'est dégueulasse, il y a des mauvaises herbes partout. » Et je lui dis « Ah bon, mais pourquoi vous dites ça Pourtant, regardez, il y a très peu de mauvaises herbes, mais par contre, il y avait une vingtaine de mégots. » Et je dis « Ça, je trouve ça dégueu. Là, les mégots, oui, c'est dégueu. Mais les mauvaises herbes, elle dit « Ah, ben je les avais pas vues. » Et c'est quand même incroyable de se dire que le mégot, elle le voit pas, et que ce qui était sale pour elle, c'était ce que pour moi c'était beau, et l'inverse. Et donc Ouais. c'est vraiment une rupture du coup. Ouais. Alors moi, je sais pas si je suis entièrement d'accord avec cette histoire de génération. Je pense que c'est une question de personne. Oui, aussi, évidemment. Ouais. Parce que, enfin, moi qui appartiens à une génération un peu plus vieille que la vôtre, j'ai grandi dans des espaces naturels. J'ai passé toutes mes vacances à la campagne. On avait beaucoup de chance. Je pense que l'enfant a beaucoup moins d'occasions d'être confronté à la nature, mais à la vraie nature. Et puis aussi, ce regain pour l'espace naturel, qui est un regain nécessaire, je crois qu'on peut... Enfin, qui peut le nier aujourd'hui? Est-ce que, toute génération confondue, ça demande de l'entretien, ce que vous dites, de l'initiative personnelle? Et parce qu'on est bien obligé collectivement de s'intéresser à ça. Ça ne peut pas reposer sur qu'une société qui va faire l'entretien parce que les coûts sont énormes, etc. Enfin, en tout cas, il faut des moyens pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas tout un discours et puis derrière, ça ne se passe pas aussi bien que ça, une fois que les projets sont livrés? Il y a toujours cette bascule de la transmission qui est délicate. Ouais. Quand je travaillais chez Coloco, on a livré un projet à Montreuil, un jardin collectif dans une résidence, 32 logements, donc une petite communauté. Et donc tout le travail a été là de faire des ateliers de transmission pour identifier, ben voilà, vous avez un potager bio, on avait fait donc tout en bio avec des graines cocopelli libres de reproduction. Et donc à la fin de la première année, ils ont pu faire la récolte de leurs légumes, faire une fête des voisins. Et avec les graines de ce potiron, ils l'ont replanté et ça a refait des potirons. Ce qui est logiquement la vraie vie, sans rentrer dans les polémiques des grands semenciers. Mais du coup, la transmission, elle a été faite, par exemple, je plante ma graine de potiron. Comment moi, habitant, n'étant ni paysagiste, ni botaniste, ni jardinier, voilà, comment je reconnais que c'est vraiment la plante que j'ai plantée et pas de l'ortie que là, aujourd'hui, je le veux pas. Donc il y a eu tout un travail de transmission sur qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, à quoi ressemblent les graines que j'ai plantées, à quoi ressemblent celles que je dois un peu enlever pour donner la place à celles que j'ai sélectionnées. Et donc ça, c'était intéressant. Et là, du coup, le jardin, il est en autogestion. Ils se sont montés un petit groupe, ils ont leur petit groupe WhatsApp. Ils se disent, mais voilà, il n'y a plus d'arrosage.
qui peut aller arroser. Ils ont un petit planning, machin va aller arroser, un tel va faire quelque chose. Et donc ça vit par l'initiative quotidienne, citoyenne. Individuel. Ouais. Ouais. Mais en fait, vous avez transmis le mode d'emploi. Tout à fait. Et physiquement aussi, on a fait un petit fascicule avec des photos, avec des croquis, avec aussi des illustrations, des petits outils. Si on leur dit utilisez la grelinette pour pouvoir La grelinette. la grelinette pour pouvoir donc ouvrir votre terre pour pouvoir planter vos pommes de terre. C'est quoi une grelinette? J'aime bien ce mot. C'est fort intéressant. Vous avez des essences favorites? Oui et non. En fait, étant donné que ma pratique s'inscrit vraiment dans un contexte territorial, je vais me donner la difficulté supplémentaire de n'aller puiser que dans la palette végétale, en tout cas le maximum possible dans la palette végétale locale. Donc quand je fais un projet à Bordeaux, ça va être une palette végétale plutôt entourée autour de la pinède, avec des végétaux qui sont adaptés à un contexte avec beaucoup de sable, par exemple. Quand je suis en Île-de-France, ça va être des végétaux plutôt du bassin parisien. Si je suis en Méditerranée, forcément, ça sera méditerranéen. J'ai aussi de la pédagogie, de la sensibilisation à faire auprès des clients. Par exemple, quand j'ai fait un projet à Lille, certains voulaient des oliviers, et c'est à moi aussi, c'est à mon devoir de leur dire, c'est pas forcément l'arbre le plus approprié. Si vous vouliez vraiment un olivier, il fallait acheter en Provence. Oui. Et du coup, il y a cette forme de frustration, de leur faire prendre conscience que le végétal, c'est pas un objet et qu'il a des conditions pour pouvoir vivre. On oublie trop souvent ce qui se passe sous la terre. On la voit pas, on voit pas les racines, donc on sait pas. Mais mon arbre fétiche, c'est probablement le séquoia, mais que je n'ai jamais eu l'occasion encore de planter. Ouais. Vous vous autorisez l'exotisme quand même de temps en temps? Il y a plusieurs choses. Par exemple, sur certains projets, il y a des labels qui nous obligent à avoir un certain nombre de pourcentages de végétaux locaux. C'est très bien. À un moment donné, il faut le faire, mais ça veut dire que ces végétaux locaux, avec le réchauffement climatique, ils vont peiner aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir la faire évoluer, cette palette végétale. Elle est dans un dynamisme, elle est pas du tout équilibrée, c'est-à-dire que ça change tout le temps. Et donc, il va falloir accepter aussi, à travers ces labels qui sont très rigides, d'accepter que les concepteurs puissent aller piocher, par exemple dans la palette végétale méditerranéenne, dans un projet en Île-de-France. Il y a certains projets où on n'aurait pas le droit, parce que le label nous l'interdit, ce qui est absurde. Donc en fait, le label dans le paysage équivaut à la norme en architecture. Tout à fait. Et donc ça réduit les possibilités d'associations végétales. Vous avez juste des appels à lancer? Je crois qu'il vient d'être fait, mais c'est des grosses machines. Et puis il y a des enjeux qui vont bien au-delà de la simple palette végétale, comme toujours. Donc ça c'est assez difficile. Après, il y a d'autres projets où c'est plus libre et où on peut faire des inclusions de telle ou telle palette végétale. On peut aller du côté de la Méditerranée, on peut aller du côté du Nord, on peut aller du côté des Pyrénées. Et donc, il y a certaines plantes qui peuvent s'acclimater. Mais globalement, mon travail peut parfois être perçu comme un manque de richesse végétale, mais c'est surtout un souhait d'être le mieux adapté au contexte du projet. Oui. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui. Et c'est vrai que... Mais même moi, ça me frustre parfois. J'aurais envie de pouvoir mettre des bananiers, de pouvoir mettre d'autres arbres. Mais peut-être que ça viendra. C'est aussi un travail que je fais au quotidien sur la palette végétale. Comment imaginez-vous le monde d'après? Oula. Oui, allez, hop. Vous avez 3 heures. 3 minutes. Le monde d'après, je pense qu'on a aujourd'hui une grande chance d'être vraiment entre deux choses. Vraiment, on est entre deux mondes. On sent qu'il y a un ancien monde qui est dépassé, mais qui a encore beaucoup de choses positives.
C'est pas parce qu'on change de monde qu'on est obligé de faire table rase de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Moi, j'utilise beaucoup le terme d'hybride. Et j'espère que le monde d'après, il sera hybride. En tirant parti de tout ce qui était positif dans l'ancien monde et de tout ce qu'on imagine être positif dans le futur monde. Et s'autoriser, mais vraiment s'autoriser, le droit à l'erreur et à l'expérimentation. On est concepteur, on n'est pas des divinités, on n'a pas la science infuse, on a des intuitions qui parfois sont mauvaises. On est humain, c'est normal, on teste, on est comme tout le monde dans une situation où on marche sur des œufs. Donc on va aller tester à droite, à gauche des choses. Des fois, ça marche pas. Et il faut s'autoriser cette part de l'aléatoire, de la rêverie et de la poésie, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Il faut qu'on ait de la douceur et de l'amour. Belle parole. Alors, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en paysage aujourd'hui ? C'est peut-être ça ou autre chose ? Alors, j'ai eu la chance de donner des conférences à des étudiants. J'accueille des stagiaires, principalement pour transmettre des méthodes, des ouvertures, les ouvrir à certaines choses qu'ils n'auraient pas vues spontanément. Je pense que j'aurais fait la question à l'envers, si je peux refaire la question. Ah mais allez-y, au contraire. C'est qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne quand j'étais étudiant ? C'est d'aller me promener. De me promener, de marcher, de regarder, de sentir les choses. Il y a ce rapport au sensible qui est très important. Bon, maintenant, je suis éloigné des programmes scolaires. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution qui a été faite. J'espère, je pense, puisque je vois aussi les jeunes, quand ils m'envoient leur portfolio, je vois qu'il y a des changements. C'est plus du tout les mêmes projets qu'ils proposent que ce que moi, je pouvais proposer quand j'étais étudiant. Donc, c'est d'aller se promener et d'aller parler, d'aller voir les gens, leur demander leur ressenti, qu'est-ce que c'est pour eux, leur paysage, leurs plantes, d'aller boire des coups avec les gens. Un mot de la fin ? Pour conclure, oui, peut-être dire que les choses sont en train de se passer et qu'il faut se faire confiance mutuellement et principalement quitter les caractères trop individuels et aller dans la bienveillance. Les projets qui sont vraiment bons, et je ne parle pas des miens, je parle de projets qui ont un réel impact émotionnel, esthétique, sociétaux. Ils ont été faits dans la bienveillance. Sans ce trait de caractère, on continuera à faire des projets bancals. J'ai été très heureuse de vous recevoir dans Comme d'Archi. Vous êtes réinvité à venir discuter du paysage. Et merci donc beaucoup pour votre témoignage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Comme d'Archi sur l'architecture pour le coup. Merci chers auditeurs, à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.